Bonjour à tous, je vous propose de reprendre cette première introduction de ce bloc de cours dédié à l'analyse mathématique des équations dérivées partielles. Nous sommes toujours dans ce chapitre introductif et nous allons voir les difficultés, dans une deuxième partie, les difficultés de l'analyse mathématique des EDP, les difficultés de l'analyse mathématique. L'analyse mathématique, évidemment, des EDP, puisque c'est ça qui nous concerne dans ce bloc de cours. Alors, je vous rappelle qu'on a considéré, donc, on considère ce problème modèle, trouver U, qui est défini de oméga valeur dans R, solution de, telle que, oméga un sous-ensemble de R2, rappelez-vous, je ne change absolument pas le contexte, bien évidemment, de ce problème modèle, tel que moins laplacien U en XY égale F de XY dans oméga, et j'avais considéré une condition en limite homogène de Dirichlet, c'est-à-dire qu'on suppose que l'on connaît la solution de ce problème au bord et qu'elle est nulle. Eh bien, ce problème-là, formellement, je dis bien formellement, on peut le voir sous la forme suivante. En fait, évidemment, ici, on a, j'ai rappelé le cadre, le contexte applicatif, ces membranes élastiques, et donc les équations de Navier de la mécanique des solides, dans le cas de l'élasticité linéaire, permettent, sous certaines conditions de simplification non abusive, eh bien, d'arriver à ce modèle d'équation. Eh bien, formellement, finalement, ici, vous auriez pu avoir quelque chose de bien plus compliqué, mais on a un opérateur, on a une machinerie infernale que je vais appeler grand A qui agit sur U et qui doit donner, comment dirais-je, ces efforts petit f. Et j'ai presque envie de dire, et là-dedans, inclut les conditions limites. C'est-à-dire que tout ce problème-là, bon, je vais l'appeler A de U égale F. En tout cas, sur la partie équation dérivée partielle, vous avez ce formalisme abstrait. Et A agit donc d'un ensemble où U se trouve, je vais l'appeler W, et comment dirais-je, petit f appartient à un ensemble que je vais appeler W', mais je pourrais changer les noms. En tout cas, si f est dans W', U est dans W, et chacun vit sa vie, j'ai envie de dire. Si f était continu, eh bien U, vous voyez que si f est continu, le Laplacien de U serait continu, puisqu'il est égal au signe près à moins f. Et donc, le Laplacien de U, c'est moins f. Donc, si f est continu, le Laplacien de U est continu, c'est-à-dire la somme des dérivées partielles secondes est continue. Donc, on a envie de dire que U est C2, grosso modo. Eh bien, donc, la vraie question, elle est là. C'est W et W... Alors, si W' est connu, qu'en est-on pour W. Autrement dit, on ne sait pas a priori, il faut choisir un cadre fonctionnel qui va vous permettre de dire je cherche, alors ça c'est plus oméga mais c'est W, et je cherche dans ce W un élément petit u qui est solution de ce problème-là. Ça c'est ce qu'on appelle une vision fonctionnelle du problème PC, c'est-à-dire que petit u à la base, vous avez une solution qui est une transformation qui a un couple XY, eh bien, associe à un nombre, le déplacement, rappelez-vous, un nombre réel. Ça, c'est la vision, j'ai envie de dire, primordiale, initiale. Mais en fait, ici,
eh bien, on va dire que U appartient à W, un espace fonctionnel. Un espace où se trouvent, comme U, d'autres fonctions, mais cette fois-ci qui ne sont pas solutions. Et donc, quel type d'espace faut-il choisir pour petit u, sachant que petit f est connu? Et évidemment, ce qui va en résulter, c'est le choix des normes pour petit f et pour petit u. Est-ce que ça va être la même norme? Est-ce qu'il faudra choisir d'autres normes? J'y ai fait allusion dans la précédente vidéo. On pourrait imaginer des normes classiques, les normes de la convergence uniforme, et on verra très rapidement que ce cadre classique que vous connaissez de régularité continue, dérivable, différenciable, est, comment dirais-je, trop exigeant et qu'il faut l'assouplir, qu'il est nécessaire du point de vue mathématique de l'assouplir pour pouvoir obtenir des ingrédients, des outils de l'analyse mathématique extraordinairement performants, comme nous le verrons. Alors, il n'en reste pas moins que comme il s'agit d'un choix, j'y faisais allusion, comment dirais-je, à la vidéo précédente, eh bien, la recherche de U dans un périmètre, comme j'ai appelé ça, contextuel, c'est une, comment dirais-je, une définition de recherche, de cadre, de périmètre de recherche, qui n'est pas intrinsèque au problème, qui n'est pas intrinsèque. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer tout de suite. Qui n'est pas intrinsèque. Allez, je vais jeter le problème d'une manière extrêmement violente, mais pour que vous preniez conscience de cette difficulté fondamentale, en tout cas de cette réalité plus que cette difficulté. À savoir que tel que je l'ai posé ici, le problème n'a pas du tout de sens, il ne correspond à rien. Vous allez me dire, mais si, pourtant on comprend très bien de quoi il s'agit, on cherche U, une fonction de R2 dans R, hein, de XY s'associe U de XY, je l'ai rappelé là-bas. Le Laplacien, ça vous parle, F, on suppose que F est connu, voilà, donc quel est le problème? Eh bien le problème, il est le suivant, et je vais vous le rappeler très simplement. Je vais vous le rappeler très simplement pour vous montrer à quel point cette formulation-là est très, très, très incomplète. C'est pour ça que je me suis même permis de dire qu'elle n'avait pas de sens. Rappel, si je vous dis de résoudre, vous êtes prêts, hein? Ça va décoiffer de manière violente. Je vous demande de résoudre 2x au carré moins 1 égale 0. Eh bien, si je vous dis résoudre 2x au carré moins 1 égale 0, cela ne veut rien dire. Oui, je prétends que ça ne veut rien dire. Vous savez que ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit où je cherche la solution x de ce problème. Autrement dit, le lieu d'existence de petit x n'est pas une notion intrinsèque de l'équation. Vous pouvez très bien dire si x appartient à n. Pourquoi? Parce que x, c'est, qu'est-ce que je sais moi, c'est une valeur entière dans un cadre donné, par exemple un nombre de jours. Alors vous allez me dire, oui, on peut faire des jours et demi, d'accord. Vous avez des grandeurs véritablement entières, j'ai pris le nombre de jours, vous pouvez prendre d'autres exemples, le nombre de carottes qui se trouvent sur un étalage d'un marchand au marché. Très bien. Alors vous avez des petites carottes, des moyennes carottes, des grandes carottes, chacune est comptée pour 1, pour une. Donc si vous cherchez le nombre x qui est entier, ici, vous avez une solution qui est l'ensemble vide. Mais si on vous dit, non, non, en fait, x, il est, comment dirais-je, réel, positif. Ah ben très bien, dans ce cas-là, vous avez une solution, c'est x égale 1 sur racine de 2. Et vous avez un autre cas de figure. Vous avez un autre cas de figure qui vous dit, mais si x, donc ça c'est le premier cas, premier contexte, deuxième contexte, troisième contexte, et si x appartient à R, alors vous avez deux solutions, x est 1 égale 1 sur racine de 2 et x2 égale moins 1 sur racine de 2.
Et d'ailleurs, j'ai pris un exemple banal tout à l'heure, et si je vous dis que X appartient à IR, l'ensemble des imaginaires purs, eh bien S, c'est encore l'ensemble vide. Vous allez me dire, mais non, quand on cherche 2x2 moins 1 égale 0, on cherche dans C. Mais c'est faux. Ça ne veut rien dire. On ne cherche pas dans le plus grand ensemble. On cherche dans l'ensemble en fonction des données du problème. Si le problème est dans N, vous cherchez dans N. S'il est dans R+, dans R+. S'il est dans Q-, l'ensemble des rationnels négatifs, c'est l'ensemble des rationnels négatifs, etc., etc. Donc, la notion de périmètre de recherche d'une solution d'un problème, et donc de l'existence, et donc de l'unicité, comme vous le voyez dans un cas aussi simple, n'est pas intrinsèque. Et ça, c'est sur cette petite gentille équation du second degré à solution immédiate ou à inexistence de solution immédiate. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'équations dérivées partielles? Et celle-ci, c'est la plus simple. En tout cas, c'est le problème modèle, c'est le problème type qui est considéré. Autrement dit, tout ça, c'était pour vous sensibiliser sur le fait qu'on ne peut pas faire des raccourcis dans notre apprentissage, dans votre apprentissage de l'analyse mathématique des solutions des équations dérivées partielles. Il va falloir s'équiper de ce qui est nécessaire, comme je faisais allusion tout à l'heure, dans quoi je cherche les solutions. Dans quoi je cherche les solutions. En fonction du lieu de recherche, il va y avoir des propriétés dans un certain cadre, il y aura d'autres propriétés dans un autre cadre. Disons-le clairement, à l'image de ce que vous connaissez là. Dans certains cadres fonctionnels, il n'y aura pas de solution. Dans un autre cadre fonctionnel, il y aura existence et unicité de la solution, etc., etc. Et donc, ce sont ces outils qu'il va être nécessaire d'acquérir pour pouvoir mener à bien, comment dirais-je, l'analyse mathématique, c'est-à-dire répondre aux questions d'existence, d'unicité et de dépendance continue pour pouvoir se trouver dans le cadre des problèmes bien posés au sens d'Adamar. Alors, je vais maintenant encore vous, on est toujours dans l'introduction, je vais, comment dirais-je, vous montrer un peu la direction que nous allons prendre dans la suite des autres chapitres et des outils que nous allons donc aborder. Pour répondre donc aux questions que l'on vient de voir, existence, unicité, régularité, dépendance entre la solution et la donnée du problème. Il n'y a pas que f qui est une donnée du problème, parce que si vous regardez bien, il y a aussi oméga qui est une donnée du problème. Il y a aussi ça, cette condition au bord qui est une donnée du problème. Là, j'ai juste cristallisé mon propos, focalisé mon propos sur petit f. Je peux vous garantir que, en fonction des variations rock'n'roll de oméga et des conditions limites, vous aurez une analyse mathématique qui en découlera et qui sera plus ou moins délicate à mener. Alors, juste pour comprendre un petit peu l'idée qui est, comment dirais-je, sous-jacente à cette palette d'outils permettant de déterminer l'existence et l'unicité. Et j'ai presque envie de dire, je vais même rajouter ce qui va permettre d'aller dans l'autre bloc de cours, c'est-à-dire ce qui va permettre de connaître, d'approximer et d'approcher, d'avoir une idée de la solution totalement inatteignable par voie analytique dans la plupart des cas. Deuxième, et pour ce faire, donc, deuxième partie, ce que l'on va voir et qui s'appelle la formulation variationnelle. Formulation variationnelle associée à la formulation initiale. Alors, je pourrais vous proposer, comme certains le font directement là-dessus, en quoi ça consiste, cette histoire de formulation variationnelle. Pour des raisons pédagogiques, et nous reviendrons bien évidemment là-dessus par la suite avec les outils conséquents, eh bien je vais dégénérer encore cette formulation-là pour avoir une formulation qui va encore plus vous parler et qui va me permettre de vous proposer ces formulations variationnelles. Je vais me mettre en dimension 1, tout simplement. Je vais me mettre en dimension 1. Eh bien, en dimension 1, ça veut dire que oméga, ben, c'est plus un sous-ensemble de R2. On va dire que, par exemple, oméga, c'est l'intervalle 0,1.
C'est-à-dire, au lieu d'avoir un sous-ensemble de R2, eh bien ici, on va prendre un sous-ensemble de R, par exemple, l'intervalle 0,1 ou l'intervalle AB, ce que vous voulez. Eh bien, dans ce cas-là, le problème PC s'écrit trouver U, pour l'instant défini de 0,1 à valeur dans R. Solution de quoi? Eh bien, les deux dérivées partielles, il y en a une qui saute. Par exemple, si je garde la variable x, il n'y a plus de dérivée partielle en y. Et donc, c'est moins u seconde de x égale f de x. Et ça va être à l'intérieur de oméga, comme c'était le cas tout à l'heure, parce qu'il y avait une notion aux limites. Donc là, ça va être dans 0,1 ouvert. Et puis au bord, alors là, les bords, ce sont les deux points, u de 0 égale u de 1 égale 0. Voilà. Donc à partir de cette formulation-là, qui est celle-ci écrite en dimension 1, on va pouvoir plus facilement, je vais pouvoir en tout cas vous présenter les idées de base sur ce que sont les formulations variationnelles et surtout quel est leur intérêt et les problématiques qu'elles suggèrent auxquelles nous tâcherons de répondre dans le cadre de ce cours. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ici, c'est un héritage qui provient de la mécanique des solides. Et la mécanique des solides, elle vous dit, vous avez des efforts, et là, c'est des efforts, donc ça ressemble encore un peu à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, vous êtes x égale 0, là, vous avez x égale 1, et donc, j'ai pris 1, j'aurais pu prendre L, j'aurais pu prendre n'importe quoi, mais encore une fois, ce qui compte, c'est que nous sommes sur un intervalle fermé borné. Donc, un peu à l'image de la membrane qui est délimitée, qui est un ouvert borné de R2, ce que je n'ai pas mentionné volontairement du point de vue de la topologie, mais peu importe. Ici, il est borné. Donc, en fait, un borné, le plus simple des bornés, c'est 0, 1. Si vous mettez à la place de 1, 2, 36 ou L, ça ne changera rien, et la même chose pour 0. Et donc, rappelez-vous, hein, on a cette configuration-là. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment une configuration, cette fois-ci, unidimensionnelle, c'est-à-dire que f, eh bien, c'est petit f de x, le voilà, fois z, hein, si z est là. Très bien. Et en conséquence, on a le déplacement qui est conséquent, qui est en fait la valeur ici, u, qui vaut u de x fois z. Voilà, le u de x, solution de ça. Et donc, ce qu'on écrit localement, c'est que les efforts extérieurs sont exactement égaux aux efforts intérieurs. Eh bien, comment dirais-je, la vision de la mécanique a suggéré une réécriture de ce problème-là, que du point de vue de l'analyse mathématique et des mathématiques appliquées en général hors mécanique, a dénommé formulation variationnelle, et nous verrons pourquoi dans ce même cours, qui consiste à dire, dans le cadre de la mécanique, au lieu d'envisager une égalité d'efforts, extérieur et intérieur, eh bien, on va regarder cette problématique du point de vue de la mécanique sous l'angle de l'aspect énergétique, j'ai envie de dire. Autrement dit, l'énergie développée par les efforts extérieurs est égale à l'énergie absorbée ou encaissée ou développée par le système, par la poutre, ici, si on parle d'une poutre, sur l'intervalle 0,1. On ne parle plus d'efforts extérieurs et d'efforts intérieurs, on parle d'énergie développée par les efforts et d'énergie développée par le système, ou l'énergie des efforts intérieurs, si vous voulez, comme il y a l'énergie des efforts extérieurs. On dit énergie ou on dit travail, le travail des efforts extérieurs et le travail des efforts intérieurs. Autrement dit, l'idée c'est de dire la chose suivante. Eh bien, on va écrire cette équation-là sous la forme d'un travail. Pour écrire la forme d'un travail, alors je pourrais prendre le travail de la solution, mais je vais prendre le travail pour une fonction v de x quelconque, soit v une fonction qui ressemble à u,
donc qui est définie de 0,1 valeur dans R, donnée. J'en sais pas plus pour elle, et je vais multiplier par V à gauche et à droite, et je vais intégrer de 0 à 1 cette équation. Pourquoi je vais intégrer de 0 à 1 cette équation? Eh bien parce qu'à droite, j'ai exactement le travail des efforts extérieurs petit f dans ce que l'on voudra dire par rapport à la mécanique, le champ de déplacement petit v. Si U est le champ de déplacement solution, eh bien on va le chercher, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un certain contexte. Il va y avoir le petit u, mais à part le petit u, il y aura d'autres éléments qui seront petit v, qui seront dans ce même périmètre de recherche. Vous voyez que je suis en train de former mon périmètre de recherche. Je ne l'ai pas encore nommé. Tout à l'heure, je l'ai appelé W. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je l'appelle. Et donc, pour parler d'énergie, d'ailleurs, en mécanique, ça s'appelle le principe des puissances virtuelles. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est l'aspect historique et qui est mis en œuvre du point de vue de la mécanique. Mais imaginez que vous ayez un problème où U représente les variations d'une valeur boursière en fonction de X, qui est le temps sur un intervalle de temps donné 0, 1, il est ce qu'il est, T0, T1, peu importe, avec des valeurs de secours à 0 à l'entrée, à la sortie de cet intervalle de temps. Eh bien, on est amené à considérer aussi un périmètre défini pour cette solution qui n'est plus du tout un champ de déplacement, où il y aura des fonctions petit v de la même nature que le champ, que la valeur solution, que la fonction solution petit u, et qui va me permettre de procéder à cette opération-là. Mais cette opération-là, si je n'avais pas comment dirais-je, l'acquis de la mécanique, vous allez me dire, mais pourquoi vous avez multiplié par V, pourquoi vous avez intégré sur 0 à 1? Réponse, vous avez raison. Par contre, si je dis la partie préhistorique, ou plutôt historique, provient d'une vision mécanique de la problématique, de cette formulation-là, et que cette formulation-là, elle correspond à une formulation d'effort, que je la traduis en termes d'énergie ou de travaux, alors les travaux associés à petit f, dans un champ de déplacement petit v, c'est bien cela, et ça ne gêne personne que d'être capable de comprendre ce fond, et donc qui va être maintenant généralisé à tous les problèmes qui ne dépendent plus de la mécanique dans un contexte applicatif. Mais on fera toujours la même chose. Pour passer de la formulation initiale à la formulation variationnelle, on multipliera par une certaine fonction v, et on intégrera là où existe le problème. 0,1 ici, oméga dans le problème modèle initial. Je pense que les choses sont claires. Alors, évidemment, on voudrait que la nouvelle formulation contienne les informations du problème initial. Alors évidemment, cette formulation-là contient bien évidemment, comme je le disais, l'équation différentielle, puisque je n'ai pris celle-ci, j'ai multiplié par V, j'ai intégré. Mais où sont ces conditions limites? Il les faut dans cette nouvelle formulation. Pour l'instant, je ne les ai pas. Alors, vous voyez ici que pour faire apparaître des conditions au bord sur l'intervalle 0, 1, quand vous avez un produit de deux fonctions, vous pouvez procéder à une intégration par partie. Somme de 0 à 1 de U' de x, V' de x dx, d'accord, moins, donc le terme tout intégré, donc on a intégré U seconde en U', et on va dériver V, on a dit, entre 0 et 1, égale somme de 0 à 1 de f de x, v de x dx. D'ailleurs, dans les notations, je vais alléger dans la dépendance par rapport à x, parce que, évidemment, tout dépend de x. Donc, je pourrais écrire u', v'. C'est ce que je vais faire tout de suite pour un peu alléger. Donc, regardez ce qui se passe. J'ai somme de 0 à 1 de u', v' dx, par allègement de l'écriture, et je pense que tout le monde suit. Par contre, là, j'ai moins u' de 1, v de 1, moins plus u' de 0, v de 0, égale somme de 0 à 1 de f, v dx. Et vous voyez que dans cette formulation-là, il y a deux choses pour l'instant auxquelles je n'ai absolument pas fait allusion, parce que vous auriez pu m'interrompre et vous auriez bien fait. J'ai multiplié par v. Après, admettons, mais j'ai intégré des fonctions dont je n'ai même pas la moindre idée en quoi elles consistent. Est-ce que c'est intégrable? Est-ce que cette opération
complexe qu'est l'intégration, vous savez bien qu'il y a des fonctions qui ne sont pas intégrables, ou elles le sont à certains endroits et pas à d'autres. Si j'intègre de 0 à 1 une fonction comme 1 sur x, je vais avoir un problème. Or, je ne sais pas, peut-être que f de x fois v de x, c'est de la forme 1 sur x, en voisinage de 0, intégrale de Riemann divergente. Donc, je n'ai pas pris la précaution, pour l'instant, de dire le contexte fonctionnel, le cadre fonctionnel qui me permette d'écrire cette écriture. Je suis dans dirons-nous, une écriture formelle pour l'instant. Mais cette écriture formelle, on va lui donner un sens. Soyez patient. Alors, ça c'est dit pour les intégrales qui sont là et là. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de leur existence. Formellement, j'ai cette écriture. Et j'aurais bien aimé utiliser u de 0 égale u de 1 égale 0. Mais ce qui apparaît, c'est u' de 1 que je ne connais pas. Et u' de 0 que je ne connais pas plus. Et donc, je ne peux pas directement, dans cette formulation-là, faire participer toute la donnée de mon problème initial, c'est-à-dire que la fonction que je recherche est nulle au bord. Par contre, on a dit qu'on va constituer le lieu de recherche de cette solution-là. Cette solution-là, elle va être dans un lieu de recherche qu'on va appeler grand V. Tout à l'heure, on l'a appelé W, rappelez-vous, W c'était pour cette formulation-là. Pour celle qui nous intéresse, on va l'appeler grand V. Dans grand V, qu'est-ce que l'on va mettre? Eh bien, on va mettre que c'est l'ensemble des fonctions petit v, génériques, qu'on a considérées, définies de l'intervalle 0, 1 à valeur dans R, telles que les intégrales existent, suffisamment régulières. Suffisamment régulières. Pour l'instant, je ne précise pas. Ça, cette précision-là, elle fera partie des outils que nous verrons dans ce cours. Évidemment, simple pour des intégrales à une dimension, variable x, mais rappelez-vous qu'on est parti du Laplacien et qu'il va y avoir une richesse à 2, voire 3 variables, voire plus, selon la problématique. Et donc, il sera nécessaire d'avoir les cadres fonctionnels mathématiques qui permettront de donner un sens aux intégrales correspondant dans les autres formulations, ici à celle-ci et à celle-là. Pour l'instant, vu que je suis en introduction, je ne résous pas ce problème-là, mais je dis ici suffisamment régulière, ça veut dire qu'on dira ce qu'il faut de suffisant pour que cette intégrale existe et que celle-ci existe. Très bien. Et maintenant, regardez, je veux que le u que je vais chercher là-dedans soit tel que u de 0 égale u de 1 égale 0. Et si j'avais pu le prendre en considération ici, ça aurait été magnifique, mais je ne peux pas. Donc je vais dire que toutes les fonctions de cet ensemble vont vérifier la condition que je cherche à satisfaire pour la solution. Et donc toutes les fonctions petit v là-dedans vont vérifier v de 0 égale v de 1 égale 0. Ce qui veut dire que si je trouve une solution, s'il y a pour pas dire une et une seule solution, de u petit u dans cet ensemble-là, ça sera l'un des v particuliers, d'un des petits v particuliers, mais tous les v satisfont v de 0 égale v de 1 égale 0. Donc, la solution vérifiera bien u de 0 égale u de 1 égale 0. C'est la manière que je considère pour conserver cette donnée qui était dans la définition du problème initial. Conséquence, et j'insiste à chaque fois pour le dire de cette manière-là, conséquence, une fois que j'ai défini ces conditions de recherche, de périmètre, je suis dans grand N ou dans grand Z ou dans grand Terre plus, comme dans l'exemple, rappelez-vous de tout à l'heure, 2x2 moins 1 égale 0. Une fois que j'ai défini mon périmètre, et là le périmètre je définis, rappelez-vous, vous avez une équation avec 1 sur x plus 36 000 trucs, etc. égale 0, vous dites x différent de 0, vous êtes cherchez dans R étoile la solution. Vous ne la cherchez plus dans R parce que vous avez 1 sur x. Eh bien là c'est pareil, j'ai des intégrales, je vais donc mettre ce qu'il faut pour que le problème existe. Ça va. Mais ces deux conditions-là, elles sont là pour me permettre de dire que si dans ce périmètre de recherche, je trouve une et une seule solution, au moins une, alors elle vérifiera v de 0 égale v de 1 égale 0 pour la solution, qui est une fonction petit v qu'on va baptiser la solution u, et on aura bien u de 0 égale u de 1 égale 0. Conséquence, v de 1 égale 0, v de 0 égale 0. Donc ces termes-là sont nuls,
Et je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, mais je vous dis franchement qu'on ne pourrait pas tout de suite dire qu'ils sont vraiment nuls. Pourquoi? Parce que si V de 1 égale 0, mais que U' de 1 est infini, vous avez une forme indéterminée là. Donc c'est 0 si U' de 1 reste moderato. Et pareil ici, j'ai écrit V de 0 égale 0, donc ce terme-là tombe. Ça veut dire, si je ne le disais pas, mais il faut le dire, que U' de 0 est fini. Si U' de 0 s'avérait infini, et donc on n'en sait rien pour l'instant. Oui, mais monsieur, c'est évident. Non, il n'y a rien d'évident. Vous avez des solutions de problèmes qui, en certains points, partent à l'infini. C'est comme ça, voilà. Donc, vous pouvez, et donc, dont la dérivée serait infinie en ce point ou à un autre. Donc, si je suppose que j'ai des fonctions U' en 0 et en 1 qui sont finies, ces deux termes-là sont nuls, et je répète encore une dernière fois, c'est une conséquence, et pas de prime abord, comme certains le disent, d'avoir considéré et j'ai motivé ces conditions aux limites dans l'espace de recherche. En conséquence, on va chercher la solution qui va remplacer, enfin, on est parti du problème PC et on va arriver maintenant à ce qu'on appelle la formulation PV. Eh bien, le problème variationnel, c'est quoi? C'est trouver petit u appartenant à grand V, ce grand V-là qu'il faudra préciser, c'est l'objet de ce cours. Solution de, eh bien, somme de 0 à 1 de U' V' égale dx. On va mettre encore un peu le dx, pas longtemps, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que ça soit, hein. Somme de 0 à 1 de fv dx, quel que soit V appartenant à grand V. PV est appelé la formulation variationnelle, problème variationnel ou formulation variationnelle, ou formulation faible par rapport à la formulation forte. Pourquoi elle s'appelle faible? Oh, on va le dire tout de suite. Elle s'appelle faible par rapport à la formulation forte. La formulation forte, c'était moins U seconde, vous aviez une dérivée d'ordre 2. Dans la formulation faible, vous avez une dérivée uniquement d'ordre 1 qui intervient. C'est pour ça qu'on appelle ça faible, dans le sens où on a amoindri l'ordre des dérivées qui intervient ou qui interviennent, s'il y en a plusieurs, dans la formulation. Voilà. Et donc la question, qui est maintenant la suivante, c'est il faudrait rajouter maintenant les conditions de régularité pour que les intégrales qui sont ici aient un sens, et dire que l'on cherche la solution du problème PV à la place du problème PC. Problème continu, on l'a remplacé par le problème variationnel associé. Et c'est pas complètement encore rigoureux, mais nous aurons l'occasion de le faire lorsque tous les outils seront disponibles. Et on a obtenu, pas complètement rigoureusement, mais formellement, que PC implique PV. Mais on n'a certainement pas obligatoirement que toute solution de ce problème-là est solution du problème initial d'équation différentielle ou dérivée partielle. Donc, immédiatement, quid de la réciproque? C'est-à-dire, est-ce que toute solution de PV implique PC? Je vous dis tout de suite non. Je vous dis tout de suite non. Sous réserve, sous certaines conditions, oui. Dans le cas général, on verra que non. Et donc, sous certaines conditions, oui. Et c'est très important de répondre à cette question-là. Parce que vous verrez dans l'autre bloc de cours d'approximation que, figurez-vous, c'est sur la formulation variationnelle que l'on va mettre en œuvre, notamment la méthode des éléments finis, c'est-à-dire une méthode d'approximation qui va permettre de qualifier les solutions de cette formulation variationnelle. Oui, mais si cette solution de problème variationnel n'a rien à voir avec le problème continu, la solution du problème continu, on n'en sait rien. Pour l'instant, tout au moins formellement, hein, je l'ai dit, on n'a pas vraiment... on a construit, j'ai envie de dire, PV à partir de PC,
Mais bien malin cela sera celui qui pourra dire, ben, à partir de PV, comment remonte-t-on à PC? Et vous verrez qu'il s'agit de disposer de nouveau d'outils particulièrement performants. Autre remarque, donc ça c'est ce qui va nous permettre de pouvoir passer à l'approximation, et c'est ce à quoi nous répondrons dans la suite de ce bloc de cours. Autre point important dans les remarques de ce problème PV, autre remarque, eh bien, si on ne sait pas s'il y a une et une seule solution du problème PC, on n'en sait pas plus sur le problème PV. Donc, existence et unicité, on n'en sait rien. Ceci est à établir. Existence et unicité de la solution petit u de PV. Troisième point, vous m'avez vu venir, régularité. Régularité, et je vais mettre en un même bloc et dépendance dans cette formulation-là, et dépendance de U par rapport à petit f. Même cause, mêmes effets. Ce n'est pas parce que nous avons une formulation intégrale que cette relation, cette dépendance n'existe pas. Je change de f, je change de U. D'ailleurs, je viens de le dire, cette relation, cette écriture intégrale, on parle aussi de formulation globale pour cette formulation variationnelle, puisque on n'est plus maintenant, pour chaque x, les efforts s'égalisent, mais on a l'énergie ou le travail des efforts extérieurs est égal au travail des efforts intérieurs. Donc c'est ce qu'on appelle une formulation globale, alors que vous verrez dans la littérature que l'équation différentielle de départ, c'est ce qu'on appelle l'équation locale. Très bien. Encore une remarque. Vous voyez que tout ça, c'est pour vous dire que nous allons avoir un peu de travail par la suite. Eh bien, encore une remarque sur cette formulation. Eh bien, cette formulation, et ça c'est un problème modèle, généralisation, cadre abstrait, généralisation de cette formulation, cadre abstrait. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, figurez-vous, c'est tellement important cette formulation, ou celle qui serait associée au Laplacien initial que j'ai dégraissé pour arriver à cela, et je vous promets que nous reprendrons le problème du Laplacien et que nous aurons la formulation associée à cette formulation à une dimension dans le cadre de la deuxième ou la troisième dimension avec le Laplacien. Eh bien, pourquoi ce problème et modèle est si important? Parce qu'il rentre dans une famille générale de modèles, de problèmes elliptiques du second ordre, à savoir que, regardez ce que l'on va écrire. Si on pose, eh bien, A de UV, cette quantité-là, elle dépend de U et de V. Donc, on va la poser égale la somme de 0 à 1 de U'V', dx. Si je pose cette quantité-là, elle dépend de V. L de V, je vais dire que c'est somme de 0 à 1 de FV dx. Eh bien, le problème variationnel dans notre cas est un cas particulier de formulation abstraite suivante, à savoir, le problème abstrait s'écrit, le problème abstrait s'écrit donc. Eh bien, comment s'écrit-il? Il s'écrit ni plus ni moins trouver U appartenant à grand V, solution de quoi? De A de UV égale L de V, quel que soit V appartenant à grand V. Ou, eh bien, petit a, c'est quelque chose qui agit sur les deux fonctions U et V, donc ça va de V croix V à valeur dans R. Et L, c'est quelque chose qui agit sur petit v, donc ça va de l'espace grand V à valeur dans grand R. Ici, vous avez à U et V, vous associez le nombre A de UV. Dans l'exemple qui est le nôtre, c'est l'intégrale de 0 à 1 de U'V', c'est un nombre, bien. Et ici, l'application L, c'est à V, vous associez le nombre L de V.
Et dans notre cas de figure, c'est l'intégrale de 0 à 1 de fv qui est bien un nombre réel, comme dans le cas précédent de a de uv. donc on a, comment dirais-je, à savoir répondre au problème dans ce cas-là, d'existence et d'unicité de la solution. Évidemment, ça va dépendre de la définition de grand V ou des propriétés de grand V. Ça va dépendre de petit a et de grand L, de leurs propriétés. C'est ce que nous verrons dans les prochains chapitres. Il me reste à voir une dernière chose avec vous, mais je le montrerai la prochaine fois. Qu'est-ce qui fait que cette formulation-là, abstraite ou particulière, dans le cadre de ce que j'ai considéré émanant de la mécanique, pourquoi appelle-t-on cette formulation variationnelle? Je vous dis à très bientôt. Un petit like si, ou des lol, comme certains le disent à Sorbonne Université, mais je l'ai déjà dit, YouTube préfère les likes aux lol. Et donc inscrivez-vous si vous voulez être informé des mises à jour. Je viens de vous dire tout de suite que nous verrons tout prochainement, eh bien, en quoi consiste cette terminologie de formulation variationnelle. Et quand nous aurons terminé cette justification terminologique qui vaut son pesant d'or, eh bien, nous aborderons les prochains chapitres véritablement de l'analyse mathématique de ces équations aux dérivées partielles. À très bientôt.